le split dosing, c'est un moyen. Le combat il est beaucoup plus important et je vais vous expliquer pourquoi et pour qui il faut qu'on fasse du split dosing. Si on reprend les chiffres du cancer, l'estimation de 2017, ce qui nous intéresse, c'est le cancer colorectal, 42 100 nouveaux cancers par an, avec 17 500 morts. C'est une catastrophe. Et la catastrophe, quand vous reprenez les chiffres de l'INCa de 2018, on est passé à 45 000 cancers. C'est ce qu'ils prévoyaient pour 2020, dans leurs écrits antérieurs, avec 18 000 décès. Alors, ce n'est pas un combat de chiffres, c'est pour montrer que le combat continue, la guerre commence, et nous sommes dans une situation d'échec. Comme vous a dit ça tout à l'heure, 2 à 8 % de cancer d'intervalle, c'est le plantis, bien évidemment. Et puis, un cancer colorectal sur 7 à moins de 50 ans dans les publications américaines. Donc ça évolue aussi vers le fait qu'il va falloir faire des coloscopies. En 2017, à la semaine d'endoscopie, 1 400 000 coloscopies, soit 30% de plus qu'en 2015 coloscopies. Tout ça parce que les tests de l'IFIT sont apparus et que même si c'est un échec actuellement, puisque vous voyez les chiffres 31,5% par rapport à 45% qui était attendu, ça fait augmenter le nombre de coloscopies. Et le nombre de coloscopies va encore augmenter pour tendre vers les 2 millions. Parce que depuis le 19 mars, il y a un arrêté qui dit que les gastro-entérologues vont pouvoir aussi, les gynécologues d'ailleurs, vont pouvoir distribuer ce test. Ça c'est très important parce que notre force de conviction est surtout, je pense, plus importante que celle des généralistes. Donc on espère atteindre à ce moment-là les 45%, en tout cas on va se battre pour. Et donc tout ça pour dire qu'on a une responsabilité majeure. Ça coûte cher les coloscopies, on va en faire 2 millions, et il faut que les coloscopies qu'on va faire soient parfaites au niveau diagnostic. Les Européens ont déjà publié, par l'intermédiaire de Kaminski en 2017, des recommandations pour la qualité de la coloscopie. Tous les Européens étaient là, sauf les Français. Alors, bon, le président est Thierry Ponchon qui est français, mais pas des biais que je ne connais pas, il n'y avait pas de Français. Et pourtant, c'était essentiel ce qui a été dit. C'est la base de tout ce qui se fait. Vous avez les différents domaines pour lesquels vous travaillez. Vous avez ce qui est plus important, les critères majeurs, les indicateurs majeurs, vous allez, je vais en reparler. Et puis, les critères mineurs. Entre nous, je n'en reparlerai pas, vous avez le temps de descente, qui a posé plein de polémiques, mais qui est un critère mineur et pas majeur. Et donc, à la demande des pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics en France trouvent qu'on fait mal les coloscopies, nous avons fait un groupe de travail qui est piloté par la SPED et dont le responsable est Stanislas Chaussade. Et donc, moi, je me suis occupé surtout des critères de qualité de la coloscopie. Ça a été extrêmement tendu. Hein. Je vous dis, heureusement que Stan est quelqu'un qui est capable de bien gérer les choses parce que ça a été très tendu. On nous a quand même accusés, plus ou moins, de ne pas savoir faire les coloscopies. Ça a d'ailleurs été publié. Et on voulait interdire à certaines personnes de gastroentérologie de faire du dépistage. Donc il a fallu quand même gérer un peu tout ça, avoir un TDA, puisque vous savez, c'est le critère de qualité dans le dépistage qui n'était pas inatteignable. Mais ça s'est bien passé, tout compte fait. Et vous allez en avant-première avoir un petit peu les résultats. Ce n'est pas encore publié, ça va l'être. Mais je pense que c'est essentiel. Donc là, les critères majeurs, il a été décidé par la SPED, donc c'est un projet français, que la consultation médicale devait avoir un standard minimum de 90%, il faut voir 90% des gens, mais que le standard à atteindre, et c'est ça qui est très important, devait être de 100%. On ne peut pas faire de coloscopie sans avoir vu les gens en consultation, pour différentes raisons. Après, je passe, parce que je ne peux pas tout dire, quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'après une consultation pour un FIT positif, on a limité à 30 jours, à 1 mois, le fait de faire la coloscopie. À l'heure actuelle, ça va à 3 mois. Alors, quand vous avez des gens qui ont un test positif, vous pouvez penser un petit peu quelle est leur réaction dans la tête. Donc ça, c'est un projet très important. Et pour en revenir au split, vous voyez que la préparation fractionnée, là, on a mis 4 heures, ce qui n'est pas tout à fait exactement les choses, mais on a laissé un petit mouvement de possibilité d'attente, si vous voulez. On est à 90% actuellement de volonté, c'est ce qu'il va falloir faire, et il faut tendre vers les 100%.
Donc 100% de speed dosing dans la préparation de coliques. La checklist, oui j'en parle, pourquoi? Parce que il y a une semaine, je me bats pour ça, mais je n'y arrive pas. Il y a une semaine, il y a un malade qui est arrivé à 7h30. Bon voilà, moi je fais 100% de split, et il était convoqué à 10h. Et il voulait passer plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait la checklist, puisque mes infirmières ne demandent pas depuis quand le malade est à jeun, mais depuis quand il a fini de boire, le type il avait bu 1 heure avant. Donc il faudra sûrement modifier la checklist avec 100% de split pour ne pas avoir d'inconvénients, parce qu'il est évident que ce n'est plus la même chose. Les autres critères, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour revenir sur ce que tu as dit, Jérémy, tout à l'heure, endoscope de moins de 5 ans, ou 2000 colonoscopies. Il n'y a pas de différence entre une génération successive, c'est-à-dire que si vous avez du 190 Olympus et avant de tel truc, je ne me souviens plus, 160 je crois, 180, il n'y a pas de différence. Par contre, si vous sautez une génération, il y a une grosse différence. Et ça a été montré dans toutes les études. Donc on a essayé de faire ça. La pompe à lavage disponible, ben, vous voyez, il faut tendre à 100%, bien évidemment. Ça n'aide pas qu'à la préparation colique. Dans les hémorragies, c'est assez sympa quand même. Le Boston, on l'a maintenu. Et l'atteinte du bas foncécal, il n'y a pas de décision formelle encore sur les photos ou pas photos. Ça semble, dans le compte rendu, s'orienter vers des photos aussi. Et les photos, c'est important parce que quand vous voyez le bas foncécal peut-être sur la photo de gauche, on ne voit rien. Donc ça ne prouve rien. Mais ça prouve peut-être qu'on n'est pas allé complètement voir la fossette appendiculaire, ce qui n'est pas le cas à droite. Et ça permet d'avoir des choses qui sont objectives. Vraisemblablement, la photo sera peut-être pas indispensable au départ, mais ça va arriver. En fait, ce dont on parle pas beaucoup, mais qui est pourtant le but absolu de tout ça. Maintenant, c'était Johnson qui l'avait publié en 2014, mais à Budapest cette année, tous les gens qui ont parlé de coloscopie ont commencé leur topo en disant qu'il fallait voir des lésions de plus de 5 mm. C'est là. En tout cas, pour tout ce qui est dépistage ou prévention, ce doit être là. Et comme Stan l'a bien expliqué tout à l'heure, on peut caractériser ce type de polype, qui fait moins de 5 mm et qui est néoplasique, on peut les caractériser. Donc les deux choses sont complémentaires. Et à partir de ce moment-là, il faut des préparations coliques pour voir ce type de lésion. Alors le speed dosing, pour revenir vraiment au corps du sujet, vous connaissez cette diapo, elle est connue comme le blanc. C'est le speed dosing, je ne l'ai pas défini, c'est la prise qui est fractionnée en 2 doses, séparée par la nuit ou pas, ça peut évoluer maintenant. Et vous voyez en fonction des heures, depuis la dernière prise, que l'intestin devient de plus en plus impraticable pour le coloscope. Mais ça, c'était une étude qui, pour 8 heures, on était à l'époque à 8 heures. Après, ça a été un peu plus efficace, l'étude coréenne, qui montre très bien, ça c'est une classification d'Ottawa qui est un peu différente de Boston. Moins on a de chiffres et meilleur c'est. On voit bien qu'entre 3 heures et 4 heures, par rapport à 8 heures, on a une nette amélioration. On va parler beaucoup de produits, donc ce n'est pas tellement une comparaison de produits, c'est simplement les chiffres qu'on voit en bleu sur la gauche, Isinova par rapport à Moviprep, mais c'est surtout pour comparer le schéma d'administration sur un jour, 82,4%, alors que sur 2 jours, on passe à 97 ou 95% pour les deux produits. Et là, bon, je crois qu'il n'y a plus trop de débat. La méta-analyse de Buchy, qui est une étude italienne, vous voyez très bien les côtés qui sont non splittés par rapport aux splittés. Il n'y a plus aucun doute sur l'efficacité du split dosing, qui est confirmé aussi par une étude italienne de 2017. Vous voyez le TDA, qui est donc le critère de qualité, qui montre en bleu le split par rapport à la prise unique, et vous voyez très bien qu'il y a une différence significative pour tout, que ce soit adénome avancé, adénome ou les sératènes polypes. C'est pour ça qu'on a fait cette recommandation avec la SPEL, que vous connaissez, j'espère maintenant, parce qu'elle est quand même, elle a transformé un petit peu les choses. On a officialisé cette façon de penser. Alors, on a fait la première conversation avec la star de Limoges, d'ailleurs, c'était très intéressant, c'est pour ça que je suis toujours content de venir parler de ça.
Et là, vous voyez très bien, si on prend à 8 heures la première colo, alimentation jusqu'à 2 heures du matin, préparation collique jusqu'à 5 heures du matin, liquide clair jusqu'à 6 heures du matin. 2 heures avant. Pourquoi? Parce que la société d'anesthésiologie norvégienne, vous connaissez aussi cette courbe, montre très bien qu'il n'y a plus de liquide dans l'estomac, liquide clair, dans l'estomac. Alors, bon, c'est vachement content, on a pensé que ça a bien marché. Et d'ailleurs, dans la semaine d'endoscopie qu'on vient de faire, on a vu qu'il y avait à peu près 60% de gens qui étaient déjà arrivés au split. C'est déjà pas mal. Mais là, quand on analyse ce qu'ils ont répondu, le split, eh bien, ils le font avec la dernière prise plus de 5 heures. Plus de 5 heures après la dernière prise. Et sur ces gens-là, il y en a à peu près 43% qui font ça. Donc les bas m'en tombent des pieds, quoi. Parce que là, c'est plus du split, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est pas possible que ça continue comme ça. Alors, vous allez me dire pourquoi on fait ça, parce qu'on a peur, les anesthésistes, soi-disant, ont peur, ils n'ont plus peur, moi, à mon avis, mais enfin bon, ils ont peur qu'il y ait des inhalations. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réticence, peut-être. Mais quand vous voyez cette étude chinoise, vous voyez la dose, le split et la dose simple, vous voyez la moyenne de résidus de liquide dans l'estomac, il n'y a aucun doute, c'est clair, il n'y a plus rien dans l'estomac, il n'y en a pas plus, en tout cas. Les autres études, j'en ai d'autres. Celle de Stan, justement, à Cochin, qui était sur le NAP, on s'en sert plus beaucoup du colotype maintenant, mais à l'époque, on avait montré qu'ils avaient montré qu'il n'y avait pas de différence particulière, parce que les anesthésistes disaient, oui, mais si vous mettez une préparation, ce n'est pas un liquide clair, à ce moment-là. Et il y a eu une étude aux États-Unis qui a montré que justement, ils avaient étudié le PEG parce qu'ils pensaient qu'il y avait des micro-capsules qui étaient dans le PEG qui pouvaient ne pas faire de liquide clair. Ça a été battu en brèche, c'est abandonné. Alors vous prenez un autre produit qui est le ciprafit ou le Picoprep. Là aussi, on étudie le volume résiduel en split ou en une prise. Vous voyez très bien que si vous mesurez, il y a moins dans le groupe split de liquide dans l'estomac. Et le pH ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a une autre étude qui est intéressante aussi, c'est la cinétique intestinale. La durée totale des selles est moins importante avec le split. L'intensité des douleurs est moins importante aussi. Et il y a plus de patients qui sont levés la nuit avec la prise unique qu'avec le split. Ça, on va y revenir. Il n'y a pas de différence pour s'arrêter lors du trajet, ça je vais y revenir. Et alors, cette étude aussi qui confirme encore ça, là c'est avec du PEG, pas de différence entre la dose unique de résidus dans l'estomac. Alors elle est intéressante parce qu'elle a l'air de dire qu'il n'y a pas de différence non plus chez les diabétiques qui ont, ou pas une gastroparésie, mais chez les autres qui ont une gastroparésie, avec les médicaments. Bon, je vous rappelle que la consultation elle sert à ça. Nous sommes des médecins, ce n'est pas des endoscopistes, on est des gastro-entérologues qui faisons de l'endoscopie. Donc c'est nous qui allons juger du split, plus ou moins long, mais en tout cas, les études ont l'air de dire qu'il n'y a pas de différence. Et puis s'il fallait convaincre tout le monde, ça c'est une étude anesthésique. Alors après tout, on ne peut pas être mieux servi. 428 patients, gastroscopie, coloscopie, évidemment pour mesurer une étude prospective, pour mesurer le liquide, 4 litres de PEG, on n'est pas dans les low doses, on est vraiment dans le haut de gamme. Avec du propofol, c'est ce qu'on utilise en France. Pas de différence de résidus. Et ils ont testé ça entre 3h et 5h, 5h et 7h et 7h. Et le pH est identique, il ne varie pas. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour convaincre les anesthésistes d'endormir nos malades qui sont sous split. Alors il ne faut pas se réfugier derrière ça. Alors on se réfugie derrière autre chose. C'est une étude italienne qui est aussi très intéressante. Les Italiens, ils ont pris près de 1500 personnes. Ils ont demandé aux gens pour voir les 4 litres de PEG, soit du split, soit prise la veille. En général, 61,7% des gens ont accepté le split. Et vous pouvez voir la différence. 27% si c'était à 8 heures, bien évidemment, puisqu'il faut vous lever vers 4 heures du matin. 96% si c'était à 14 heures. C'est très bien. Et quand on veut savoir quels sont en multivariés, quelles sont les réticences, eh bien c'est effectivement avant 10 heures, plus d'1 heure de trajet et le sexe féminin. Ce sont les critères que l'on a.
Mais quand même, si on interroge les gens qui ont fait le split, s'ils devaient refaire quelque chose, ils referaient la même chose. Là, pardon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 2,4%. Je reconnais que c'est horrible. Il y en a qui viennent en métro, c'est encore pire. L'incontinence, 1 à 1,2%, c'est très peu en fait. Préparation adéquate, bon ça, le ratio est à 3,4, mais ça c'est le problème, et le TDA est bien évidemment important. La consultation, elle ne peut pas, elle ne doit pas imposer de solution coercitive. Il faut discuter avec le malade. S'il ne veut pas se lever à 4 h du matin, on va trouver une autre solution. Mais en tout cas, il faut proposer une alternative. Alors justement, l'alternative, c'est la prévie, en conclusion. La consultation préalable. Si on n'a pas de consultation, on ne peut pas travailler. Il faut personnaliser la préparation. Si le malade est constipé, ce n'est pas la même chose que s'il va aux toilettes tous les jours. S'il a une insuffisance rénale, c'est pas pareil. S'il a une insuffisance hépatique, c'est pas pareil. S'il a une insuffisance cardiaque, c'est pas pareil. On est là pour se conduire comme des médecins. Et ce qui est très important, c'est qu'on va fixer l'heure de la coloscopie par rapport à la prise qui va avoir lieu 3 ou 4 heures avant. Vous avez vu dans les études que nous, on a dit 3 heures dans le topo qu'on a fait la recommandation qu'on a faite, hein, c'est ce que je vous ai lu. Dans ce qu'on a décidé comme critère majeur, on a mis 4 heures, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 heures parce que entre 3 et 5 heures, il n'y a pas de modification de la qualité de la préparation. Donc c'est à vous de gérer ça. C'est à nous de gérer ça. On doit pouvoir trouver des heures qui correspondent à tout le monde. Il y a des gens qui doivent se lever à 3 heures du matin. Hein, donc ce n'est pas un problème. Mais si ce n'est pas le cas, il y a aussi la possibilité, et c'est ce qui tend à se développer maintenant quand c'est possible, des coloscopies l'après-midi. C'est la one day. C'est-à-dire que là, vous prenez rien la veille, vous prenez tout le matin. Vous faites votre préparation le matin. Moi, j'ai arrêté de faire les gens fragiles le matin, je les fais l'après-midi. Je suis sûr qu'ils ne vont pas se casser la figure en allant 10 fois aux toilettes parce que la journée, c'est moins stressant pour tout le monde et puis il y a quelqu'un pour les aider. Et en plus, ils ne sont pas obligatoirement hospitalisés la veille, ce qui permet de gagner des sous pour la société, ce qui n'est pas si mal que ça. Hein. Il faut bien comprendre qu'on est arrivé à l'ère des préparations de faible volume. Le PEG 4 litres, je vous en supplie, arrêtez ça, on n'est pas à l'histoire quand même. Bon, il faut convaincre les pharmacies, des hôpitaux et des cliniques d'ailleurs qu'il y a d'autres produits. Hein, maintenant, il y a le Moviprep, sans faire ailleurs de secret, c'est publié partout, qui va être commercialisé dans tous les pays européens et peut-être en France, parce qu'il risque de ne pas être remboursé, donc on n'est pas sûr de l'avoir, qui est la moitié du Moviprep actuel. Donc, quand vous voulez faire du speed dosing, il faut être le moins coercitif vis-à-vis des gens. Ils ne peuvent pas avoir 4 litres à boire. Et aussi, il y a la palatabilité. Je ne sais pas si vous avez essayé de boire de l'Isinova. C'est maintenant, de l'Isinova à 4 heures du matin. C'est dur. Je vous jure que c'est dur. Donc, vous avez plusieurs produits et il faut les utiliser. Donc, en fait, la conclusion elle est simple, le speed dosing doit être le gold standard de la préparation.